Lyon demain, histoire lyonnaise. La Fessine s'apprête à accueillir ce week-end le festival Réel, organisé dans le cadre de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture. Aujourd'hui fréquenté par les familles en mal de verdure, le parc naturel de la Fessine, situé entre le Rhône et l'ancien boulevard de Ceinture, a accueilli pendant de nombreuses années des familles en provenance d'Algérie. Arrivées dans les années 50 pour reconstruire la France après la guerre, elles s'installèrent dans des baraquements. Ce bidonville, démantelé seulement à la fin des années 60, a été rendu célèbre par le roman Le Gonne du Chahaba, écrit par Azouz Begag, lui-même ayant grandi dans ces baraques de fortune. 25 familles ont vécu dans le Chahaba, le trou en arabe, et nous avons retrouvé Zora Chaïb. Cette femme inlassablement raconte cette histoire, une histoire pas si noire qu'elle n'y paraît, en tout cas pleine d'espoir. Zora Chaïb. Nous sommes arrivés en 1954 avec mon oncle, mes cousins, tout ça. On arrivait, quand mon père nous a envoyé les billets pour venir en France, on croyait qu'on allait être en France, la France. Mais honnêtement, je vais vous dire, moi, à 6 ans, j'avais pas conscience d'où je venais, quoi. J'ai pris l'avion et je suis arrivée ici, dans ce coin perdu. Mais ça m'a pas ni heurté, ni absolument pas. Et je voyais que mes parents, ma maman ou ma tante, n'ont pas été apeurés ou dire c'est un coin perdu, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on est arrivé du jour au lendemain, on s'est installé dans nos bidonvilles, on a acheté de la vaisselle et tout ce qui s'ensuit. Et puis on s'est habitué à la vie française et villeurbannaise. Quand on est arrivé, on ne connaissait personne, à part la voisine, la Louise, qui est venue nous dire voilà, écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des assistantes sociales? Est-ce que vous savez qu'il faut mettre les enfants à l'école? Est-ce que vous savez qu'il y a à la mairie si vous voulez des papiers? Est-ce que vous savez où faire vos courses? Donc elle nous a mis, en fait, on dirait qu'elle était là, elle nous attendait et elle nous a dit la vie, voilà, c'est la vie. Donc à travers la Louise, on s'est installé, on a été quelque part rassurés et on savait qu'on avait quelqu'un. Si on ne savait pas quoi que ce soit, on allait vers Louise et on lui disait mais où est-ce que ça se passe? Où est la mairie? Où est la sécurité sociale? Où est la caisse d'allocation familiale? Où les marchés? Bref. Il y avait une vraie entente entre ceux qui habitaient ici historiquement et puis vous qui arriviez sur un terrain un petit peu surtout nu. Qu'on ne se connaissait pas, quoi. Je vous dis, la Louise Biotet, elle aurait pu dire, elle est toute seule avec son mari, elle dit oulala, ils arrivent dans une troupe là, je sais pas qui c'est, je les connais pas. Non, elle est venue nous dire ça va. Elle a dit à mon père, c'est vos enfants? Oui, c'est moi, parce qu'elle le connaissait pas. Oui, j'ai fait venir mes enfants pour vivre ici. Alors c'est là qu'elle a commencé à lui dire, vous savez que vous pouvez les mettre à l'école, vous savez qu'il y a des droits, vous savez que vous devez, il y a les allocations familiales, à la caisse de sécurité sociale, il y a les dispensaires rue Georges Courteline où vous pouvez faire la pesée de vos enfants, cabinet. Vous savez qu'il y a des douches municipales, puisqu'on n'avait rien. Donc elle nous a expliqué tout ça. C'est quoi le quotidien après ici, une fois que vous avez été installés? Alors nous, les enfants, c'était l'école 4 fois par jour, puisqu'on ne restait pas à la cantine. Et puis le soir, l'hiver, il faisait froid, donc bien sûr on était à l'intérieur, malgré que c'était étroit, mais on n'avait pas le choix. L'été, on était dehors. L'été, on était dehors, on était à la campagne, c'était notre campagne, et on savait qu'on avait des devoirs, c'est-à-dire aller à l'école, revenir, faire nos devoirs, et puis le reste du temps, c'était l'aventure, la verdure et la nature, les oiseaux et tout ce qui s'ensuit. Quand on parle de bidonville aujourd'hui, on parle de misère, de malheur. Oui. Aujourd'hui, à votre époque, au Chahaba, j'ai l'impression que c'était pas du tout ça en fait. Alors c'était pas du tout ça, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on arrivait, nous, de Sétif et Lauricia, on était perdus, il y avait la misère. On n'avait rien du tout, on avait à peine à manger. Mon père travaillait chez les colons et après il en a eu marre, donc il est arrivé en 49. Et quand nous sommes arrivés en 54, il a mis un peu d'argent de côté. Et quand nous sommes arrivés en 54, on est arrivé ici. Parce qu'attention, il faut vous dire qu'en Algérie, on dormait sur de la paille avec l'âne, les chèvres, les poules et tout ce qui s'ensuit. On dormait avec tout le monde. Voilà, c'était ça notre quotidien en Algérie. Quand on est arrivé ici, même si c'est un bidonville, il était tellement bien fait, tellement bien construit, avec du lino, une cuisinière, de la vaisselle, un lit, un matelas. Mais vous vous rendez compte? C'était le confort. Et la lampe à pétrole, c'est ce qu'on avait en Algérie. Donc ça ne nous a pas changé. Et après, quand on nous dit oui, mais il n'y avait pas le confort de salle de bain, mais on ne l'a jamais eu. Donc on a continué à vivre comme on vivait là-bas. Sauf qu'ici, quand on travaillait de l'autre côté, là, il y avait les voisins français qui nous parlaient français et qui nous disaient ça va,
ça va, c'est pas trop dur? Ben non. Quelque part, la Louise plus les voisins qui se font du souci, quelque part, pourquoi ils se font du souci? Nous, on est bien. Et vous alliez à l'école, il fallait traverser la caserne, c'est ça? Il fallait traverser la caserne. Alors quand il faisait très froid, on traversait la caserne parce qu'il n'avait pas le droit, c'était la caserne de la Doua. Donc quand il faisait très très froid, le gardien, M. Brunet, nous disait à mon père, écoutez, moi j'en ai marre de voir ces enfants avec le froid qu'il fait. Je vous propose qu'on mette une échelle. Moi je les fais traverser et le soir vous les attendez. Il n'y avait pas de téléphone bien sûr. Donc il venait, il disait bon les enfants arrivent, attendez-les en bas et on descendait les uns avec l'échelle et ça nous faisait gagner une bonne vingtaine de minutes. Ça a été un déchirement quand il a fallu quitter le bidonville? Ah oui, ça a été un déchirement. Ça a été un déchirement parce qu'on a déjà été, moi plus ou moins parce que j'étais jeune à 6 ans, je ne savais pas ce que c'est comme le déracinement. Mais ici, j'ai posé mes bagages, j'ai posé avec la Louise qui m'a fait découvrir des tas de choses, la culture, la visite des musées, elle m'a ouvert, mais cette femme, surtout quand je vous dis sur la culture, sur le droit au travail, sur comment se défendre, comment faire valoir ses droits, et sur les femmes. Et du coup, donc elle m'a ouvert plein de choses. Donc ça a été un double déchirement quand, pour moi, voilà, je me suis posée, c'est des valeurs pour moi. J'apprenais. Le premier jour, on est arrivé en juillet. Le 1er septembre, quand mon père... Alors oui, elle lui dit, il faut inscrire vos enfants à l'école. Quand on était rentré à l'école le 1er septembre, je ne savais pas un mot français. Vous vous rendez compte que la directrice de l'école, Madame Audin, elle me disait, bon, il va falloir... comment on va faire? Ah ben, je lui dis, non. Elle me dit, mais pourquoi tu réponds toujours non? Parce que c'est non, c'est tout ce que j'avais. Tu peux pas dire un jour oui. Et je lui dis, je comprends pas, quoi. Et cette directrice, elle m'a pris aussi je sais pas, elle nous a pris, pas que moi. Elle a dit à mon père, écoutez, et à Louise, puisque Louise faisait l'interprète, écoutez, je vais l'aider de tout ce que je peux. Même s'il faut que je donne des cours particuliers, je lui donnerai des cours particuliers pour apprendre le français. Alors Louise lui a dit, vous savez, je suis là, quoi. Mais si vous voulez, c'est vraiment avec plaisir. Cette histoire, aujourd'hui, elle est mondialement connue grâce au roman d'Azouz Begag. Vous en êtes fier? Ah oui, je vais vous dire, j'en suis fière d'autant plus parce que je pensais jamais que ça allait en arriver là, quoi. Parce qu'on a toujours été invisible. Mon père invisible dans le camp, qu'il fallait pas faire du mal, il fallait respecter, il fallait surtout pas qu'on vienne dire à mes parents, ils ont fait ça ou ils vont fauter, surtout pas. Donc quand je vois aujourd'hui que cet endroit est porté, comme il a dit ce matin, jusqu'au Japon, mais ça peut être qu'une fierté, une grande fierté, même pour mes parents, quoi. Franchement, parce qu'il s'en est vu, le père Begag, quand même, vous dites, il s'en est vu, il a donné toute sa vie, c'est un enfant unique, il a été orphelin très très tôt, et je me dis, mais chapeau, il est venu en France, il a travaillé, il a fait venir ses enfants, et voilà, et il a des ingénieurs, il a des architectes, franchement, je peux que lui tirer mon chapeau. Zora Chaïb, ancienne habitante du bidonville de la Fessine, et de ce bidonville, il ne reste aujourd'hui qu'un cognacier planté par le père d'Azouz Begag, mais aussi la fresque du Shahaba, peinte récemment sur la digue du boulevard de Ceinture, laquelle devrait interloquer les 60 000 festivaliers attendus ce week-end sur le site.